Les Pyrénées occupent une place à part dans la géographie française. Vaste chaîne de montagnes qui relie l'océan Atlantique à la Méditerranée, elle constitue aussi une frontière naturelle avec l'Espagne. On y parle le basque, l'occitan, le catalan. Les villages sont à l'image de cette diversité culturelle avec un patrimoine souvent méconnu. Autrefois destination à la mode, où l'on traversait la France pour profiter des nombreuses eaux thermales, ces villes au charme désuet ont su s'ouvrir vers toutes les activités qu'offre la montagne. Des plages du Pays basque aux vallées reculées du Val-Espire, notre promenade nous conduira vers des lieux chargés d'histoire, à des villages étonnants, entourés d'une nature sauvage et aux traditions hautes en couleurs. Les Pyrénées sont une chaîne montagneuse du sud-ouest de la France. Elles s'étendent sur 430 km entre la mer Méditerranée et le golfe de Gascogne. En partant de la côte atlantique sur les hauteurs de l'arrière-pays, le Mont d'Arin abrite des villages de caractère du Pays basque. C'est le cas d'Espelette, dont le piment est connu de toute la France. Chaque automne, une grande fête célèbre ce légume vermillon qui donne des couleurs à la cuisine et aux façades des maisons du village. Dès le lever du jour, on se presse devant la petite église pour avoir une chance d'assister à l'office qui rassemble le village et toutes les confréries gastronomiques de la région. La sortie de la messe est le point de départ d'une longue procession à travers Espelette. Lorsque celle-ci atteint le haut du village, Espelette a quasiment atteint son point de saturation tant la foule est dense. La fête s'achève par l'intronisation de personnalités méritantes du village ou de la région qui ont défendu les valeurs du fameux piment. Le jambon de Bayonne, le panturon de Rion, le petit gris de Saint-Pierre-d'Irube. Tout autour du Mont d'Arin, qui culmine à 750 mètres d'altitude, se succèdent les dernières vignes. Des vallées qui commencent à être plus prononcées, où se dessinent les premiers massifs de la chaîne. Le mont Arzamendi est le point le plus haut de ces contreforts. À 926 mètres d'altitude, il offre un panorama unique, non seulement sur les vallées avoisinantes, mais aussi sur toute la chaîne qui plonge vers l'océan. À cette altitude, les potocs partagent les champs avec les moutons. Il s'agit de poneys qui vivent au Pays basque, dont l'origine est très ancienne. Ils seraient issus de petits chevaux qui peuplaient le sud de l'Europe il y a 1 million d'années. En s'approchant des côtes, au pied de la Rhune, le village de Sarre est aussi un lieu incontournable des Pyrénées. Il partage 32 km de frontière avec l'Espagne, ce qui lui a valu par le passé d'être un haut lieu de la contrebande.
Aujourd'hui, le village soigne son patrimoine. Classé parmi les plus beaux villages de France, le tourisme constitue sa principale ressource. Dans la partie haute du village, dominant le fronton, de belles demeures rappellent que le village s'est aussi enrichi à l'époque de la pêche à la baleine et à la morue. Sans oublier l'imposante église Saint-Martin avec son clocher à 5 étages. Les premières lueurs de ce début d'hiver rappellent qu'au XVe siècle, les pêcheurs de Saint-Jean-de-Luz ont été les premiers à s'aventurer sur les bancs de morue de Terre-Neuve. Aujourd'hui, c'est toujours la mer qui fait vivre les communes de la côte basque, grâce au tourisme et au surf qui a connu ces dernières années un essor spectaculaire. Des vagues légendaires comme l'Atifenia ou Parlementia attirent les amateurs du monde entier. En face, l'ancien port baleinier de Guétari joue sur le charme de son village qui a aimanté déjà la bonne société à la belle époque. Tout comme sa voisine Bidart, elle attire les touristes qui viennent profiter des derniers rayons de soleil de la saison. En ce début de novembre, la grande plage de Biarritz prend des allures estivales, où les surfeurs ne demandent pas mieux pour profiter des vagues. Sylvain Cazenave est un photographe de renom. Sa galerie témoigne de sa passion pour la mer et le surf. Biarritz, on est à la fois au bord de la mer et au bord des Pyrénées. Donc on profite du côté de la plage et de l'autre côté de la montagne. Même des petites collines si on veut, puisque la rune est à 700 mètres. Chaque jour, Sylvain descend de chez lui pour rejoindre en 2 minutes la Côte des Basques, une autre plage de légende à Biarritz. Le surf est influencé par les Pyrénées parce qu'on a un vent d'est qui se dégage, et le vent d'est, comme souvent en hiver il y a de la neige, le vent d'est est bien froid, donc il nettoie bien les vagues et fait les vagues bien creuses pour qu'on ait des tubes à surfer. À la belle époque, les Pyrénées ont été pendant des années le Deauville du Tout-Paris. À Cauterets, station située à 940 mètres d'altitude, à proximité de Lourdes, les têtes couronnées se bousculent. Artistes, écrivains vont faire sa renommée en y venant boire son eau thermale. Palaces et maisons spacieuses transforment le petit village de bois en une belle station à l'architecture soignée. Cauterets va conserver son prestige jusque dans l'entre-deux-guerres. Aujourd'hui, on y vient encore en cure ou pour faire du ski, tout en prêtant un œil curieux à ce florilège de constructions historiques. La gare, hors du commun, raconte cette époque où la neige empêchait souvent toute circulation. En hauteur de la station sur la route du Pont d'Espagne, on entre sur le territoire du Parc national des Pyrénées. Les cascades se succèdent, alimentées par les neiges qui entourent le Vignemale, avec ses 3298 mètres d'altitude. Il est le sommet le plus élevé des Pyrénées françaises. Le Pont d'Espagne, avec le lac de Gaume situé plus haut, compte parmi les sites les plus prisés du Parc national des Pyrénées. Un sentier balisé permet d'admirer depuis une passerelle le fameux Pont d'Espagne, arc-bouté au-dessus de gorges où se précipitent des torrents bouillonnants. Dans les années 1950, Cauterets refusa que les lacs de ces vallées soient capturés derrière des barrages. Depuis, l'eau court libre et bondit à travers les pins en une succession de cascades.
À 1730 mètres d'altitude, le cirque du Lys propose aux amateurs de ski de belles pistes dessinées sur l'épaule du Soum de Groom, qui les domine à 2657 mètres d'altitude, avec comme toile de fond le parc national des Pyrénées. En ville, les traditions ont aussi su résister au temps. Cauterets voit apparaître la première recette de confiserie au sucre au début du 19e siècle. À la Reine Margot, Francis Aguillon perpétue le savoir-faire du berlingot. Donc ça c'est un berlingot qui soit à la bergamote. La bergamote, une essence de bergamote, tout simplement. En fait le sucre, pour qu'il devienne dur une fois froid, pour que ça fasse un bonbon dur, le berlingot, il faut cuire le sucre à 153 degrés. Une fois qu'il a cette température-là, donc on le parfume. Là, on le refroidit jusqu'à 65 degrés grâce à la table. Ça, c'est le geste un petit peu emblématique du berlingot. Étirer le sucre, en fait, c'est faire rentrer de l'air dedans. Cauterets est une ville thermale. Et quand la ville a commencé à se structurer au niveau de la cure, certains médecins pensaient qu'associer un morceau de sucre sur un bâton, un sucre candi sur un bâton, les médecins préconisaient de mettre ça dans la bouche pour faire les gargarismes. Et ce premier lien de sucre date des années 1820-30. Ça s'est prescrit quelques décennies. Ça virait sur le berlingot parce qu'à l'époque, le berlingot c'était le bonbon de référence. C'était le bonbon fabriqué un peu partout. En rejoignant plus bas les vallées du Lavedan, à Beausens, Pierre Sajou est un artisan charcutier réputé qui travaille le porc noir de Bigorre. Tout comme Alexis Saint-Martin, son voisin, chef du Viscose à Saint-Savin. Alors les cochons, là, ils ont exactement le même âge, mais vous voyez que le noir de Bigorre se développe beaucoup moins vite. Les autres, c'est une race, un Duroc. C'est plus race, elle est Duroc, ils sont tout roux. Disons qu'ils ont un gras de couverture, c'est-à-dire sur le dos, qui est pas très développé. Par contre, ils ont un gras de maigre et très persillé. C'est le cochon du Piémont. Le cochon du Piémont, voilà. Donc avec la même nourriture. Ne bouffe pas, toi. La pièce la plus spectaculaire des lieux, c'est la cathédrale des jambons. J'arrive, je te dis, Pierre, il me faut un jambon, lequel tu veux? Je vais regarder déjà l'état d'engraissement, la couleur, tu vois, déjà il y en a un que tu vois ici, issu. C'est meilleur signe que celui-là qui est beaucoup plus sec. Celui-là, il a forcément une graisse qui va mieux s'infiltrer à l'intérieur du maigre. Ces variations d'hygrométrie et de température fait que le jambon il respire et il vit. Un jambon c'est comme un vin, il va arriver au top à un certain équilibre du goût, de la saveur entre le maigre et le gras, avec un certain poids, un certain état d'engraissement. Les jambons, plus il est gras, plus il a besoin de mûrir lentement. Nous ici à Beausens, on met minimum 24 mois, parce que c'est le minimum souhaitable pour la qualité que l'on veut faire découvrir. Pour déguster, il faut d'abord qu'il soit à bonne température, mais ensuite il faut le mâcher. Il faut le mâcher pour pouvoir le faire passer dans toutes les parties de la langue qui vont le saler, le sucrer, pour avoir cette longueur en bouche. C'est comme un vin, hein, c'est comme un vin de toute façon. Vous savez faire le compte du bois, vous inquiétez pas. Au-dessus de la vallée des Gaves, le village de Saint-Savin remonterait au IVe siècle. C'est là que la famille Saint-Martin dirige le Viscose, un haut lieu de la cuisine des Pyrénées. Alexis prépare un porc noir de Bigorre. On va avoir le côté pour les amoureux de la viande rouge. Et là, on va avoir le côté pour les amoureux de la viande blanche. On va prendre la partie de ceux qui aiment la viande rouge. Donc là, on a une viande qui est persillée. Donc elle a été bardée de ventrèche. Donc la ventrèche, c'est la poitrine du porc
qui est là salé, séché pendant 9 mois et qui va venir nourrir la viande. C'est pas un porc blanc, c'est un porc rustique qui va avoir une belle couleur et une puissance gustative. Mais la viande en elle-même est exceptionnelle. On en retrouve tout le travail du paysan, la richesse de la terre. Donc, le noir de Bigorre, c'est comme un Pyrénéen. C'est à la fois rustique, élégant, mais plein de saveurs. J'insiste sur le fait que ça se mange rosé. Ici, on dit, si vous le mangez cuit, il est mort pour rien. Le temps que la viande finisse de cuire et de tirer, on va mettre la garniture au four. Un macaroni farci à la truffe, qui s'accorde très bien avec le porc noir de Bigorre. C'est des cochons qui vivent une grande partie de l'année à l'état semi-sauvage. Donc c'est du sportif mais costaud. Et on va retrouver un goût d'authenticité, un goût du terroir pyrénéen. C'est ça qui va faire la grande différence. Et qui pourra paraître pour certains un peu plus puissant en bouche, mais qui est dû au fait que c'est un cochon qui vit pas dans une étale ou dans des stalles en béton. Il vit dans la nature. Nous changeons de vallée pour aller à Luz-Saint-Sauveur, en Pays-Thois, pour découvrir la carde, une des dernières fabriques artisanales de lainage pyrénéen. C'est la 5e génération de la famille Lafont qui fait le négoce de fil et travaille la laine. C'est une race de moutons que l'on ne trouve que dans notre canton, qui va de la vallée de Gavarnie, la vallée de Barège et le fond de vallée de Luz. On appelle ça la race barégeoise. C'est une race de moutons qui est quand même très ancienne. Mais nos braves moutons, ils nous offrent également des laines qui sont très gonflantes et qui conviennent très bien pour tous les tissus grattés. Une des spécialités de la maison, ce sont ses couvertures très chaudes, que l'on obtient notamment grâce à cette machine à gratter la laine. Certaines machines ont l'âge de la maison, elles sont irremplaçables. Les sons qui s'en dégagent rappellent qu'il faut la manipuler avec soin et bienveillance. À l'étage, on aime bien l'atelier de confection. C'est la seule pièce de la maison à être chauffée. Les vêtements des anciens sont eux aussi remis au goût du jour. Alors là, traditionnellement, donc mon arrière-arrière-grand-père, parce que je suis la 5e génération, donc fabriquait les capes de berger en tissu feutré pour les éleveurs valéens un peu. Alors on a tenu à conserver cette cape, donc on l'a un peu revisitée, on l'a remise au goût du jour. Et on arrive à faire un tissu feutré assez épais qui se rapproche de ces capes de berger. En quittant Luz, on monte vers Gèdre pour atteindre le village de Gavarnie. Le site pyrénéen Montperdu est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO à double titre, aussi bien pour son patrimoine naturel que son patrimoine culturel. Ainsi, l'église Saint-Jean-Baptiste de Gavarnie est inscrite au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Ce paysage de montagne exceptionnel, qui rayonne des deux côtés de la frontière franco-espagnole, est centré sur le sommet du Mont Perdu, massif calcaire culminant à 3355 mètres d'altitude.
L'homme n'est pas ici par hasard. Depuis le XIIIe siècle, la célèbre transhumance de la Bernatoire permet aux bergers espagnols venant d'Aragon de traverser la frontière pour venir paître sur les herbages français de la vallée d'Ossou. La brèche de Roland fait partie aussi du paysage du cirque de Gavarnie. Elle fait une centaine de mètres de haut pour 40 mètres de large et marque à 2800 mètres d'altitude la frontière entre la France et l'Espagne. Lorsqu'on remonte en Haute-Bigorre, dans la vallée voisine, le plateau de Payolle propose autour d'un lac un univers inattendu, plus proche de celui d'un pays nordique que celui du sud de la France. À 1100 mètres d'altitude, ces forêts sont le point de départ de randonnée vers les cols de Béred ou d'Aspin. De l'autre côté du plateau, le marbre de Campan a connu ses heures de gloire. La carrière a en effet servi à la construction du château de Versailles. Les maisons bigourdanes n'utilisent qu'assez peu de bois. L'ardoise domine. Les toits n'ont que 2 versants avec des pignons en escalier. La vedette des Pyrénées, c'est le pic du Midi de Bigorre. Pourtant, avec ses 2877 mètres, il est loin d'être le plus haut sommet de la chaîne. Mais c'est un univers bien particulier. Observatoire astronomique réputé, relais de télévision, la vue panoramique sur l'ensemble des Pyrénées est tout simplement exceptionnelle. On y distingue même la brèche de Roland au-dessus du cirque de Gavarnie. Depuis 1873, des hommes étudient les astres à l'Observatoire du Pic du Midi. L'astronomie est le domaine d'excellence du site pyrénéen, avec l'étude du Soleil et des planètes. Le télescope Bernard-Lyot permet ainsi depuis 1981 de mieux connaître les étoiles et les galaxies. On observe aussi le Soleil, la couronne solaire, les protubérances du Soleil, la journée. Le fameux télescope Bernard-Lyot s'éveille la nuit. Il est situé dans la coupole la plus haute. Oui, observer la nuit les étoiles et la spectrométrie, spectropolarimétrie des étoiles. La spécificité de ce télescope, c'est qu'il a un miroir d'une seule pièce, d'un poids d'1,5 tonne et d'un diamètre de 2,03 m. Il est d'une seule pièce. Une partie régie qui est une partie touristique, il y a l'autre partie qui est toute la partie scientifique, plus le bâtiment interministériel, TDF que vous avez là, et qui diffuse la télévision et la radio sur 7% du territoire, dans le sud-ouest. Le grand public a non seulement la possibilité de visiter les installations, mais aussi pour certains de pouvoir passer la nuit dans des chambres confortables en ayant pu assister auparavant à un spectacle magique. Le ciel étoilé dans toute sa splendeur. Le lendemain, pour les plus téméraires, la descente du glacier à ski vers la Mongie, en compagnie du guide Claude Etcheloku, fait partie aussi des privilèges assez rares dans de tels lieux. En poursuivant notre route vers l'est, dans la vallée d'Or, Saint-Lary-Soulan est une des grandes stations des Pyrénées. C'est avant tout une ville thermale,
Mais à la fin janvier de chaque année, ce qui attire les visiteurs, c'est la fête du cochon. Et plus précisément, celle du Port Noir de Bigorre. Durant une journée qui lui est dédiée, ce digne représentant du terroir se retrouve au centre de toutes les attentions, que ce soit sur les étals du marché ou sur les tables des restaurants. La fête débute tôt avec dès 8 h un casse-croûte de cochonaille offert par les organisateurs. Les éleveurs et producteurs partagent leur savoir-faire avec le public au son des chants pyrénéens. On peut parler d'une vraie renaissance pour le noir de Bigorre. En 1981, il ne restait que quelques bêtes. Un groupe d'éleveurs, d'artisans charcutiers et salaisonniers ont collectivement relevé le défi. Aujourd'hui réputé pour la qualité de son gras, il est devenu une des icônes du terroir. Le point fort de la journée reste le pèle-porc. Un moment spectaculaire est devenu rare. Combien? 180, on reste dans les normes bien évidemment. Avec un baquet d'eau bouillante et des racloirs, des mains expertes s'activent pour faire disparaître tous les poils de l'animal et le rendre disponible à la cuisson ou à la rôtisserie. Oui, le cochon est noir. Oui, le cochon est mort. Oui, le cochon est bon. Pour rejoindre le domaine skiable, il faut emprunter la route qui monte vers le village de Soulan, si caractéristique de ces vallées. Plutôt que de se diriger vers les pistes balisées, le visiteur averti va plutôt s'orienter vers le refuge de Loul, au pied du lac du même nom. Situé dans le massif du Néouviel, le lac est à 1820 mètres d'altitude. Avant la construction du barrage, l'espace était occupé par un plateau de pâturage. À chaque fois que l'on redescend dans les vallées, on trouve des empreintes spectaculaires de plusieurs siècles de civilisation romaine et chrétienne. Châteaux, monastères, églises font partie de l'histoire de ces Pyrénées centrales. La cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges en est un exemple magnifique. Elle abrite sous un toit commun 3 églises d'époque et de styles différents. Une église romane du XIIe siècle, avec notamment un cloître remarquable, une église gothique du XIVe siècle et une église Renaissance du XVIe siècle. Les boiseries du chœur ne peuvent laisser le visiteur indifférent. Considérées comme un des purs joyaux de la Renaissance française, elles furent inaugurées en 1535. Inspirées de la Renaissance italienne, tout en conservant la symbolique médiévale, il en résulte, selon les spécialistes, une forme d'art à la fois raffinée et populaire. La vallée suivante est celle de Luchon, dominée par le cirque de Crabouille, le pic Maupas et le pic Maladetta, un panorama magnifique qui n'a pas laissé indifférents les amateurs de montagne et de ski du siècle dernier. Dans les Pyrénées centrales, dans le secteur de Bagnères de Luchon, on a une grosse concentration de sommets de plus de 3000 mètres. C'est d'ailleurs une des portions les plus difficiles du GR10 qui passe par ici et qui va ensuite rejoindre la station de Super Bagnères pour après redescendre sur Bagnères de Luchon. Super Bagnères a été créé en 1911. L'engouement des Anglais est tel qu'un train à crémaillère fut construit l'année suivante pour atteindre le plateau à 1800 mètres d'altitude en partant de Luchon. Le grand hôtel fut achevé en 1922. Il reste le bâtiment emblématique des lieux.
Aujourd'hui, les moniteurs des Pyrénées achèvent leur saison de ski par une course et une fête au sommet des pistes. Bagnères de Luchon a une histoire très ancienne, puisqu'en 76 avant Jésus-Christ, les Romains découvrirent les vertus thérapeutiques des eaux thermales. En 25 avant Jésus-Christ, Tibère fit creuser 3 piscines et des thermes. Bagnères de Luchon a été dans les années 1900 très prisée par la haute bourgeoisie qui venait profiter des eaux thermales. Il y a qu'à faire un petit tour dans la ville pour se rendre compte qu'on a une architecture qui est magnifique. Ensuite, on a été dans les premiers à avoir des stations de ski dans les Pyrénées, puisque Super Bagnères est une très très vieille station. Donc on a eu une fréquentation qui a été assez importante à une certaine époque. La Villa Louisa, qui appartenait à la famille royale de Monaco, en est un bel exemple. Le Pyrénées Palace date de 1913. Il a été dessiné par le même architecte que l'hôtel Negresco à Nice, Édouard Jean Niermans. Sur la place du Casino, le pavillon normand, qui date de l'exposition universelle de 1900, abrite désormais les joueurs de boules. Le casino a été construit en 2 fois. La partie la plus haute date de 1929. Patrice, qui est guide de trek, emmène volontiers ses clients découvrir sur les hauteurs du village d'eau un site assez unique. Le lac d'eau est un lac glaciaire qui a été aménagé en barrage en 1921. Sa profondeur maximale est de 67 mètres. On est dans une région où il y a énormément d'eau, où l'eau est très importante. On a beaucoup de lacs en montagne, on a de l'eau qui est captée pour les centrales hydroélectriques du secteur. Et on a l'eau thermale, effectivement, puisqu'on est ville thermale à Luchon. Plus bas dans la vallée, le village d'eau compte à peine une centaine d'habitants. C'est un village pastoral très ancien. Il se situe à la descente de cols venant d'Espagne. C'était à l'évidence une route utilisée par les Romains. Le Castet, la tour à signaux du 8e siècle, pourrait être romaine, voire celtique. Elle surveillait autrefois la vallée d'eau et celle du Bas-l'Arbouste. L'église romane Saint-Jacques, elle, date du XIIe siècle, son style très pur lui conférant un charme indéniable. Le maire d'Eau, Jean-Pierre Oustalet, est à l'image de son village, haut en couleur. À la fois éleveur de bétail, moniteur de ski à Super Bagnères et restaurateur. Le matin, je me lève, je viens ici pour leur donner à manger, les faire déjeuner. Je vais me changer, me doucher et je monte à la station à Super Bagnères. Après, je fais la journée et je redescends ici et je me rechange. Là, je leur donne encore le souper, voilà. Pour la mairie, l'hiver, la secrétaire vient le soir quand il y a des choses importantes. Et on fait les papiers le soir. Ben oui, c'est une des plus vieilles maisons du village. On peut voir la date là-bas. Je crois que c'est 1736. Quand il y a de la neige, si, nous, oui, on a fait leur catégorie. À table, on sert le pétéran, plat incontournable dans cette vallée.
Ben, ce qui est caractéristique, c'est que on ne fait ça que dans le Luchonnais, c'est-à-dire dans l'ancien canton de Luchon, c'est-à-dire dans le Larboust et à Luchon. Alors c'est des panses d'agneau ou de brebis avec des pieds d'agneau ou de brebis. Et ça, tout ça, c'est fait en ragoût. À l'autre bout du village, Francette est elle aussi gardienne d'une recette traditionnelle savoureuse, le gâteau à la broche. Alors, pour 30 œufs, 1 kg de beurre, 1 kg de sucre, 1 kg de farine. Et ensuite, on rajoute les parfums. Première couche de pâte. Il s'agit d'un gâteau façonné au-dessus d'une flamme vive. La pâte est déposée sur un moule spécial que l'on manœuvre à l'aide d'un tourne-broche. Certains modèles plus grands demandent jusqu'à une journée de patience. Là, je termine d'habiller. Pour les petits bébés, 8 à 10 couches. Voilà, très lentement, il faut attendre que le gâteau il cuise pour pouvoir remettre. Et quand il a bruni, vous voyez, là, il est bien bruni, hop, on lui reverse une couche de pâte. Et vous allez voir, il va redevenir blanc. Voilà, il a repris la couleur haut. Et voilà. Le vrai Pyrénéen, lui, il vous dira, il faut le manger 8 jours après. Parce que 8 jours après, les ingrédients auront refroidi, se seront reposés et la pâte sera liée. Et là, vous avez le petit gâteau terminé. En poursuivant notre route vers l'est, nous arrivons en Ariège, dans la vallée d'Ax-les-Thermes. Il est probable que les Romains aient vécu dans la région, même s'il n'existe pas de traces formelles en dehors de quelques pièces de monnaie. La ville possède des sources d'eau les plus chaudes des Pyrénées. Elles sortent à 67 degrés. À cette époque, il existait une véritable vénération pour les sources d'eau chaude. Depuis, l'activité thermale se poursuit avec succès. Les amateurs de ski montent vers Ax, 3 domaines, pour profiter des pentes du domaine du Sacquet. De l'autre côté du domaine, à l'ombre du pic Rébenti, qui est à 2400 mètres d'altitude, le domaine des Campelles offre des possibilités de promenade en lisière de forêt. Toujours dans la vallée d'Ax, plus au sud, au-dessus des cabanes, le plateau de Beille à 1800 mètres d'altitude s'ouvre sur une vue panoramique de toute beauté. Longtemps utilisée comme site d'élevage bovin, c'est aujourd'hui une station de ski nordique, où skieurs de fond et biathlètes évoluent dans un cadre magnifique. Dans la vallée, aux cabanes, Anaïs Battistella est éleveur de chevaux de Mérins, une race originaire de Haute-Ariège qui a été un temps menacée d'extinction. Ce sont des chevaux qui, à la base, en fait, étaient dans toutes les fermes et qui servaient un petit peu à tout. Donc il fallait un jour qu'ils soient capables de tirer une charrue, le lendemain de porter un bât, de porter du matériel. Voilà. C'était des chevaux qui étaient très polyvalents, qui devaient servir à tout, à être montés, à aller chercher les animaux en montagne. Et c'est justement leur polyvalence qui aujourd'hui fait leur force, puisque ce sont des chevaux qui sont très polyvalents, très gentils et qui sont capables de s'adapter un petit peu à toutes les situations. C'était une espèce menacée, c'est toujours une espèce menacée, hein, ça fait partie des races de chevaux menacées. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir des éleveurs qui ont essayé justement de sauver la race, de s'en occuper et de faire un petit peu perdurer cette race. En atteignant le pays d'Olme, on rencontre plusieurs sites cathares.
Le village de Montségur servait de garnison à l'époque pour le château perché sur un piton à 1200 mètres d'altitude. Au XIIIe siècle, les affrontements se multiplient entre les cathares et l'Église de Rome. Ils pratiquent une religion dualiste, opposant le mal, le monde matériel, et le bien, qui est le monde de la spiritualité. En 1244, après un siège de 10 mois face à l'armée du roi envoyée par Rome, les cathares de Montségur se rendent. On leur laisse le choix, soit d'abjurer leur foi, soit de périr par le feu. Le 16 mars 1244, plus de 220 cathares montent sur le bûcher. Ce n'est qu'au XIXe siècle que plusieurs écrivains sortiront ce martyre de l'oubli. Le pic du Canigou est la grande star des Pyrénées-Orientales. Son influence rayonne sur toutes les vallées des environs. À Font-Romeu, on est en Cerdagne. En 839, on évoquait déjà le comte de Cerdagne. Mais la ville est surtout connue pour sa vocation touristique et sanitaire qui commence au début des années 1900. Les premiers hôtels et sanatoriums se construisent en 1924. Les remontées mécaniques apparaissent en 1937. Dans la forêt qui sépare la ville de l'Ermitage, un chemin serpente entouré d'œuvres d'art. C'est le musée sans mur le plus haut d'Europe. Cet ermitage construit au XVIIe siècle n'est pas ouvert l'hiver. Il abrite notamment la Vierge de Font-Romeu, une statue romane datant du XIIe siècle. Juste à côté, on découvre le centre de préparation olympique qui avait été créé avant les Jeux olympiques d'été de Mexico en 1968. Une ville qui était à la même altitude que Font-Romeu, à 1850 mètres. Plus bas à Odélot, le four solaire de Font-Romeu capte les nombreuses heures d'ensoleillement de la région pour atteindre de très hautes températures et en étudier les conséquences sur différents matériaux. Dans la vallée voisine, la station des Angles s'est confortablement installée au pied du lac de Matmal. Du haut des pistes de la station, on balaie toute la chaîne des Pyrénées-Orientales, du Canigou au Cambre d'Az. Sur les pistes, les restaurants d'altitude côtoient des lieux originaux comme cette salle hors sac unique en son genre, où l'on vient avec ce que l'on souhaite griller. Plusieurs foyers sont entretenus à l'heure du déjeuner pour permettre de cuire ou de griller ce que l'on a apporté. Dans la station, on utilise volontiers le bois pour construire des chalets d'inspiration nordique que l'on ne voit pas forcément à l'ouest des Pyrénées. Les fermes en activité qui produisent du fromage l'hiver ne sont pas nombreuses. La ferme du Rialet, située à proximité de la station, a décidé d'inviter les visiteurs de passage à découvrir son activité de l'intérieur, en particulier la traite des vaches. Alors les vaches, elles produisent leur lait, elles fabriquent leur lait dans leur pied, dans cette grande poche qui se trouve entre leurs deux jambes postérieures. Les visites ont beaucoup de succès, tout comme la fromagerie. Là, on est dans la partie de la cave où on présente, enfin, on affine nos fromages qu'on appelle les tomes spéciales. Là, on va avoir des tomes au cumin, donc on mélange lors du moulage du cumin à l'intérieur du cahier et on le presse. Ici, ce sont les tomes au piment d'Espelette que nous allons chercher directement au village d'Espelette. Donc là, on est sur la partie des fromages les plus vieux de notre cave, qu'on garde généralement pour les concours, pour les grandes occasions, des clients un peu spéciaux, des restaurateurs étoilés ou toques blanches qui vont nous faire des demandes particulières.
Donc on peut voir par exemple un vieux fromage, on va voir vraiment que la croûte est quand même nettement différente par rapport aux autres. Alors esthétiquement ça peut paraître bizarre, quoi, mais gustativement ce sont des fromages qui sont vraiment exceptionnels. En Valais, entre les collines du Roussillon, de l'Aspre et du Conflent, on trouve de nombreux lieux de méditation et de spiritualité. Ces abbayes ou ermitages perpétuent une tradition de paix, de beauté et de dépouillement dans le silence des collines au pied du Canigou. Le cloître de Saint-Michel de Cuxa date de 1130. Il a été reconstitué avec tout ce que les fouilles ont permis de retrouver. Un travail remarquable pour ce qui avait été initié vers 878. En 956 commence la construction de la grande église, toujours debout. C'est un monument rare par son ancienneté, la plus grande église pré-romane conservée en France. Encore plus impressionnante, l'abbaye Saint-Martin du Canigou, perchée sur son nid d'aigle du Conflent, elle veille depuis le XIe siècle sur la montagne tutélaire des Catalans, le pic du Canigou. Le clocher finement orné, les chapiteaux de marbre, l'abbatiale et la crypte voûtée en font un joyau de l'art roman régional. L'abbaye est aujourd'hui habitée par la communauté catholique des Béatitudes. Pour trouver l'abbaye Sainte-Marie de Cérabonne, il faut monter au cœur du massif des Aspres. On ne peut trouver mieux comme lieu de solitude et de quiétude. Le prieuré date du XIe siècle. Après une longue période d'oubli et d'abandon, il a pu être restauré le siècle dernier. Avant de poursuivre notre route vers le Haut-Val-Espire, une halte s'impose à Arles-sur-Tech pour découvrir la fabrique artisanale de chocolat cru de Florence Loza, une tradition locale. Il s'agit de cacao d'Équateur travaillé cru, amenant une saveur intense. C'est la reine d'Espagne qui l'a fait revenir, les premières fèves. Donc c'est pour ça que ici en Catalogne et du côté des Pays Basques, on dit que c'est les premiers à avoir fait du chocolat en France, mais c'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait c'est l'Espagne qui avait des contacts de cacao bien avant la France. Voilà. C'est pour ça que vous voyez, j'ai tous les palais. Donc ils sont travaillés à l'ancienne. Je vais vous faire déguster un petit bout de chocolat. Attends, on va goûter celui-là. T'aimes bien le chocolat ? Donc j'ai voulu qu'on revienne à un vrai chocolat, et comment y revenir, c'est avec des vraies amandes. Alors ici, toutes les vieilles vignes sont remplies d'amandiers, et après il y a le miel, tout ce qui est miel, puisque je travaille sans sucre. Bon, je travaille avec le sirop d'agave dans le chocolat, mais tous mes fourrés, ils sont au miel, ou au sirop d'agave, ou au sirop d'érable, donc il y a beaucoup de miel. Après, au niveau des fruits, je fais des chocolats de saison. Puisque je travaille sans sucre, j'ai voulu rentrer de la couleur. Alors comment rentrer de la couleur, j'ai rentré des fruits. Alors je travaille la figue, les poires, et tout ça, elles viennent d'ici. Bienvenue! À la limite de la frontière avec l'Espagne, Prats de Moyo est un village dominé par le fort Lagarde, tout en étant cerné par les remparts, avec une vieille ville médiévale pavée de galets. Depuis sa réintroduction dans les Pyrénées, l'ours reste un sujet sensible, surtout pour les éleveurs qui connaissent des pertes dans leurs troupeaux. Ceux-ci vivent dans une semi-captivité dans une réserve aux Angles. À la mi-février, le village de Prats de Moyo organise la fête de l'ours, une fête très ancienne qui représente le rite de passage entre l'homme sauvage et l'homme civilisé à l'arrivée des beaux jours. Le matin du grand jour, les 3 jeunes hommes désignés pour personnifier les ours réunissent leurs chasseurs qui les aideront à poursuivre leur proie dans l'après-midi. Ils sont invités à travers le village à trinquer et fêter ce début de journée.
En fin de matinée, les ours et les chasseurs se retrouvent au Fort Lagarde, qui fut bâti par Vauban au XVIIe siècle afin de contrôler la nouvelle frontière du traité des Pyrénées. Commence alors une longue séance d'habillage et surtout de barbouillage au noir à base d'huile et de suie pour pouvoir marquer le visage des personnes qu'ils poursuivront. Moi, c'est un moment unique dans l'année où le fait de se faire attraper par l'ours, ça va me porter bonheur toute l'année. Ça fait partie des traditions et puis c'est une joie. J'avais cet ours à la maison quelques jours avant, donc je suis assez contente. Ça fait partie de la fête du village. Sur la place. C'est avec cette fête spectaculaire et haute en couleurs que nous quittons les Pyrénées. Conscients qu'à l'occasion de cette découverte, vallées et montagnes ne nous ont dévoilé qu'une partie de leurs secrets. Une invitation à revenir s'impose pour poursuivre l'aventure.